La séropositivité touche à l'intime de la personne et il la touche de façon singulière. Et la façon d'exprimer cette effraction, ce traumatisme, cette difficulté ou cette rencontre tout simplement est unique. Ed a vécu l'arrivée de Samari comme quelque chose d'utopique. Au départ, on va dire, c'est de l'amateurisme, c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'on part de rien, on crée, on s'organise comme on peut. Il y avait un investissement personnel, un investissement professionnel, il y avait du militantisme, il y avait cette idée que le VIH, ça concernait tout le monde. L'Esprit, elle n'était pas du tout une institution au sens froid du terme, mais c'était une maison de vie, une maison où on vivait ensemble. Et donc ça a été un petit havre, une sorte oui, un havre de paix ou un havre de soutien pour un certain nombre de patients qui étaient en grande difficulté. Notre engagement était joyeux, oui. Il était joyeux parce qu'il était groupal. Je crois que on n'était pas seuls. Du lien entre les gens, on a créé un contrat de confiance, on a créé aussi une façon de vivre ensemble. Et que lorsqu'on répond à un besoin réel, on arrive toujours par des regroupements ou par des cheminements, fussent-ils tortueux, à faire quelque chose et à le pérenniser. Samari, je pense que c'est une histoire d'amour. Samari s'est créé à partir d'une histoire douloureuse qui a été vécue par Gabriel Guerton, qui était à l'époque responsable du groupe de soutien à Ed. Gabriel a été confronté à une personne qu'il suivait, qui a été arrêtée, qui n'était pas en possession d'une somme suffisante et qui malheureusement s'est suicidé à l'incarcération. Ceci a entraîné un grand désarroi de l'équipe du groupe de soutien, de Gabriel en particulier, qui a demandé à ce qu'il puisse y avoir la possibilité d'accueillir les personnes en grande difficulté sociale. La réponse n'a pas été suffisamment rapide à ses yeux par l'association, qui n'avait pas les moyens de le faire. Et donc, lui a mis en place sa maison de manière à accueillir les personnes en grande difficulté sociale. J'arrive dans une structure, donc où effectivement, puisque c'était une maison où il y avait 4 lits. C'est du don et de l'énergie. Ce don et cette énergie, ça a été Hélène Leprieux, ça a été Gabriel Guerton, ça a été toute une série de personnes d'un certain âge, pas forcément touchées par le VIH, mais qui avaient envie de se battre pour que les personnes conservent une dignité dans leur fin de vie. À l'époque, en 1994, on a fait des progrès, on avait des bithérapies avec 2 médicaments qui sont presque tous abandonnés aujourd'hui parce qu'ils étaient certes d'une certaine efficacité, mais assez redoutablement toxiques. Je me souviens à l'époque, ma file active était de l'ordre de 500 patients, puisqu'on n'était pas nombreux, et en moyenne, on en perdait entre à peu près un patient tous les 10 jours. Ces bénévoles répondaient à un besoin, à une demande, et ne se posaient pas de questions. Donc ils étaient là, ils étaient présents pour accompagner ces gens en fin de vie. Et petit à petit, ils ont essayé de résoudre les problèmes qu'ils rencontraient et on a essayé de les résoudre avec eux. Sachant qu'ils n'auraient pas pu de toute façon poursuivre cet engagement qui était excessivement important dans la durée. Et donc les personnes, malheureusement, continuent à mourir comme des mouches. Bon, l'accompagnement est prioritaire, ce n'est pas le soin qui est prioritaire, on est dans des soins de confort. C'est la première fois, je pense, que les patients étaient aussi impliqués et c'est la première fois qu'on a pris ça comme une donnée de base et donc on ne pouvait pas faire sans les associations, ça n'était pas possible. À partir de 1996, c'est très particulier. Une pathologie qui était non contrôlée devenait contrôlée. Des patients qui n'étaient pas bien redevenaient peu symptomatiques ou en tous les cas reprenaient goût à la vie. Et un certain nombre de patients qui avaient considéré qu'ils étaient des condamnés à mort en puissance, je dirais, tout d'un coup se retrouvaient, mais ça c'est un petit peu plus tard,
se retrouver dans la position de la personne à qui on a promis la mort et qui finalement la mort n'est pas arrivée alors qu'ils étaient prêts à mourir. Et petit à petit, on a, je dirais, transformé ce qui était des hébergements qui n'avaient pas de cahier des charges ou de structure. On a mis un certain nombre de règles pour tous ces hébergements. À la fois, on était capable, la parole administrative était capable de peser sur la manière dont l'association mettait en œuvre certaines procédures, certaines actions, mais en même temps, on était très respectueux de l'activité associative et notre rôle était surtout, de mon point de vue, un rôle d'accompagnement. Et petit à petit, on est passé vers les appartements de coordination thérapeutique et Samari s'est déplacée à Colomiers, dans une autre maison. Et cette maison, ben voilà, un portail, une entrée, une petite terrasse et une maison tout à fait comme les autres. Avec les pièces de vie au rez-de-chaussée et les 4 chambres au premier étage. Au cours du déménagement, il y a un effort qui avait été fait sur les lieux de vie. Je me souviens de fauteuils, d'une salle de séjour où on pouvait passer du temps, on n'était pas directement dans les chambres. Et il a fallu donc penser les choses de façon différente. On n'était plus dans une structure qui est une structure d'accompagnement de fin de vie, mais dans une structure qui réfléchissait sur comment est-ce qu'on peut penser la vie, alors que on a quand même une maladie grave, avec des traitements lourds, mais néanmoins qui peut permettre d'espérer vivre des mois, des années, voire plus. Donc c'est là où ça commençait à se structurer. Donc on a connu une période un peu difficile. Il faut savoir que Samari a failli disparaître purement et simplement. Problème d'effondrement de fonds qui nous venaient du SIDAction. La subvention de SIDAction dont on bénéficiait à l'époque nous permettait de payer les veilleurs de nuit. Donc on a réfléchi cette question-là avec la Fondation Abbé Pierre qui a accepté donc de soutenir une fois, une année, le temps qu'on rebondisse. Il fallait qu'il y ait de la couleur aussi dans ce lieu, il fallait qu'il y ait des images, il fallait qu'il y ait une expression quelque part. Donc c'est tout naturellement aussi que petit à petit on s'est un petit peu engagé dans du travail manuel, dans de la peinture, dans des choses graphiques. J'étais camionneur, je faisais de l'international et mon épouse m'a appelé un jour où j'étais sur Toulouse. Il m'a appelé, m'a dit viens vite parce qu'il y a un gros problème avec un résident, il a pris les couteaux et on ne sait plus quoi faire. Donc j'y suis allé et j'ai calmé la personne et ensuite c'est comme ça que je suis plus ou moins entré dans l'association. Mais le fait que aussi j'étais camionneur m'a permis d'être un petit peu plus à l'écoute parce que je me parlais tout seul déjà dans le camion, donc forcément c'était pas trop évident. Je préférais parler à des personnes, quoi. Ces histoires de vie des résidents, si difficiles pour la plupart, nous amenaient d'une part à écouter, vraiment non seulement entendre, mais écouter jusqu'au bout, comprendre, à développer l'empathie bien sûr, et à essayer ensemble avec les résidents de trouver des petits bouts de solutions ou des petits bouts d'aller mieux, comment aller mieux ensemble et d'être toujours en mouvement finalement. Il y avait un assemblage comme ça de professions qui venaient de l'extérieur. On a vu se développer comment est-ce qu'on pourrait dire, une sorte évidemment de travail en partenariat, mais plus que ça, je pense vraiment de mise en synergie, un peu des compétences et des ressources locales. Il y avait un véritable sourire à Samari, quelque chose qui faisait que une sorte de bonne humeur régnait, même si les choses étaient graves, même s'il y avait des drames tous les jours, mais on pouvait s'en sortir. Et il y avait cette dimension de tirer toujours vers le haut. C'était un travail complètement transversal, et que ce soit la maîtresse de maison, la directrice qui à l'époque était infirmière, les veilleurs de nuit, enfin tout le monde participait à l'accompagnement des personnes. Et ça c'était, ce travail transversal comme ça pour les résidents, ça pour moi c'était une nouveauté. Et je ne crois pas que ça existait à l'époque ailleurs. Cette dimension nous a amenés à réfléchir, vraiment à poser et à structurer notre accompagnement, mais on l'a structuré aussi avec du tout venant, c'est-à-dire avec ce qu'on travaillait tous les jours, avec
tout ce que nous amenaient les résidents comme questionnement, comme projet individuel, on a construit à partir de là des directions de travail. Les choses étaient là relativement différentes, peut-être plus structurées. Les moyens, je pense, étaient aussi plus conséquents. Et un certain nombre de professionnels avaient intégré l'équipe qui était toujours pluridisciplinaire et dans laquelle la part des bénévoles et des professionnels, je dirais, était toujours quand même intéressante. Coulommiers devient quelque chose d'assez excentré, donc il était important pour les résidents, pour l'association, d'aller sur Toulouse. Saint-Marie a pu augmenter sa capacité de lit, sachant qu'en plus d'avoir des lits, Saint-Marie, après, pour augmenter sa capacité, a pris des appartements extérieurs à l'association. Nous avons participé à cet aménagement de cette structure et aussi à écrire un projet d'établissement et un projet éducatif, un projet d'accompagnement au niveau des soins, de comment allait fonctionner cette nouvelle maison qui effectivement séparait quand même un peu plus tout ce qui était du domaine de la convivialité, du domaine plus professionnel. J'ai pu choisir aussi les couleurs, c'est-à-dire que j'ai pu colorier le nouveau Saint-Marie à Toulouse. Et c'est vrai que voilà, je me suis un petit peu donné à cœur joie parce qu'il était essentiel pour moi que, comme pour le logo, il y ait ce climat, il y ait quelque chose de vif et de très repérant au niveau de la bonne humeur dans ce nouveau Saint-Marie. Pour surtout faire rupture avec tout le climat médical aseptisé, blanc. On ne mourrait plus, il y avait de l'espoir, on faisait le deuil de la mort parce qu'on devait montrer aux gens qu'il y avait un parcours d'une nouvelle vie. Saint-Marie, c'est à la fois des bénévoles, des salariés, un conseil d'administration toujours hyper impliqué, avec beaucoup de liens entre tout ça. La quasi-totalité des salariés étaient et salariés et militants, entre guillemets, c'est-à-dire militants dans Saint-Marie ou à l'extérieur. En tout cas, ils étaient là aussi parce que la pathologie HIV les concernait ou les intéressait ou les interpellait. Je crois que ça a été une co-construction des connaissances avec ce que rapportaient les personnes malades et ce que les médecins découvraient, ce que les laboratoires découvraient, ce que la recherche apportait. Nous avons quand même été à cette époque-là un petit peu l'ACT pilote qui a servi de base à la création et surtout au projet d'établissement d'autres ACT. Ça a permis aussi de développer des liens, par exemple à Toulouse, avec la halte santé. Plus on se développe, plus on devient professionnel, plus on peut avoir des salariés et faire quelque chose de bien. Et donc, on peut dire peut-être que Saint-Marie a été à l'instigation de l'ouverture des appartements de coordination thérapeutique à toute pathologie chronique. C'est-à-dire sans renier la pathologie de départ, être capable d'associer d'autres pathologies et répondre en ce sens le mieux possible aux besoins de santé publique émergents. On a continué à accueillir à peu près, en moyenne maintenant, 50% de résidents HIV. Et les autres, toutes les autres pathologies qui nous sont proposées. Le deuxième changement, c'est qu'on a accueilli au fur et à mesure de plus en plus de personnes en rupture. C'était pas la maladie qui posait problème, mais c'était des profils qui posaient problème, notamment des gens qui étaient désocialisés, des gens qui étaient déstructurés, des gens qui avaient encore des conduites addictives, et voilà, et puis avec beaucoup de violence, donc parfois il y avait de l'incompréhension. Je crois que le plus difficile a été l'ouverture sur d'autres cultures. Le public accueilli était d'origine très variée, beaucoup de personnes d'origine africaine, et ça pour moi ça a été un choc culturel, où je me suis rendu compte que le poids des mots
n'avait pas le même écho chez l'autre. Et que parfois ce que je disais avec, me semble-t-il, bienveillance, pouvait être très mal vécu par l'autre. Donc on venait là avec ce qu'on avait, avec un mot d'ordre qui était, moi que j'ai toujours gardé en tête et que je garde encore dans d'autres contextes quelquefois, qui avait été formulé très justement par le président de l'époque, Michel Pellegrin, qui disait qu'accompagner quelqu'un, c'était ni être devant ni être derrière, encore moins à sa place, c'était juste se tenir à côté. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on avait tous en tête en permanence et qui nous permettait justement de garder cette distance. Donc c'était un travail de chaque instant qu'on faisait, avec aussi, ce qui était peut-être une particularité de dialogue à l'époque, des régulations par des psychiatres et des psychologues qu'on voyait très régulièrement par petits groupes de bénévoles. À ce moment-là, il y a 3 pôles. Un pôle médical avec une infirmière et un pôle social avec donc une assistante sociale qui permet de faire tous les papiers, et puis le pôle éducation, éducation de la santé, éducation comment réapprendre à fonctionner d'une façon normale, à se réinsérer, donc avec des éducateurs. Je crois que ça, c'était vraiment une des plus grandes victoires de Saint-Marie. C'était effectivement de créer cette équipe de professionnels qui mettaient non seulement ses compétences, mais qui mettaient du cœur autour des personnes accueillies. Les 1er décembre, oui, c'était la fête parce que c'était un moment en dehors de notre travail, l'occasion d'abattre des murs entre les personnes malades et professionnelles d'un côté et les personnes, le public, la population générale. Je me souviens de quelque chose qui peut marquer justement la complémentarité des bénévoles et des différentes structures qui existaient à l'époque. C'était en fait une fête, on peut appeler ça comme ça, qu'on avait organisée pour nos 10 ans avec Saint-Marie et une autre association avec laquelle on travaillait, qui existe toujours, qui est l'association La Clé. Ça s'était passé à l'Hôtel Dieu et ça avait été l'occasion pour l'ensemble de nos bénévoles qui travaillaient sur les différentes structures de se retrouver dans un autre lieu. C'était l'occasion aussi de marquer une pause, de marquer à quel point on avait des approches quelquefois différentes mais complémentaires. Les séjours thérapeutiques, c'est vraiment une nouveauté de Saint-Marie, c'est-à-dire qu'on réunit les résidents VIH qui le souhaitent pendant 3 jours dans un gîte à la montagne avec 2 infirmières et 2 éducateurs ou éducatrices. Et on passe ces 3 jours, enfin les gens passent 3 jours ensemble comme ça. Et ça c'est vraiment un enrichissement entre les salariés et les résidents. J'ai dit tout à l'heure un havre de paix ou en tous les cas une structure d'accueil où les gens peuvent être eux-mêmes, peuvent s'exprimer et peuvent être soutenus pour repartir, puisqu'aujourd'hui, quand on va à Saint-Marie pour un certain temps, et puis ensuite on va en sortir. Les repas de convivialité, c'était la fête, puisqu'on accompagnait les personnes à construire des menus, à faire les courses, à préparer les repas et à les partager. Donc oui, c'était un moment de partage. Concernant les groupes de parole, moi je reste toujours attaché à ce qu'on appelle la parole qui guérit, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler de cette affaire-là. L'idée c'est que ça puisse être effectivement un temps où chaque personne peut s'exprimer et a les temps pour s'exprimer, pour échanger avec les autres. Donc l'idée c'est que ça puisse se dérouler sur 2 heures de temps et que ça puisse être régulier. L'avantage des groupes de parole de type dialogue, c'était que finalement, pour paraphraser quelqu'un, les Français parlent au français et que assez souvent dans ce type de situation, je dirais que les patients pouvaient partager leurs expériences, sachant que certains étaient passés par des périodes difficiles, d'autres pas. Et donc, à l'évidence, ça a été pour beaucoup de personnes un passage qui leur a permis de survivre, de mieux vivre et de passer des caps et de ne pas se sentir finalement isolés. On vient pour partager ensemble, mais pas seulement que de la verbalisation, parce que parfois il y a des moments tellement douloureux
où il n'y a plus de mots pour dire, mais on peut être là avec les autres et se sentir soutenu et accepté même dans un moment où il n'y a que les silences qui disent des choses. Nous avions toute la latitude de créer et de mettre en place un projet d'établissement qui collait vraiment aux besoins des personnes et qui collait aussi avec ce qu'était l'équipe à ce moment-là, parce que quand même, quand en 2010, il y avait 18 équivalents temps plein de personnel à la fois éducatif, à la fois paramédical et médical. Autrement dit, ce n'est plus une structure stricto de soins palliatifs, c'est plus tout à fait nécessaire, bien si bien sûr nos malades séropositifs vont pouvoir développer des cancers et autre chose, mais je dirais que c'est du palliatif pour une société malade. Donc ça reste indispensable, je dirais comme sas de réinsertion. Ce qui a changé, c'est comme on est passé de 4 à 40, c'est la convivialité qui, au fil du temps, diminue. C'est pas qu'elle n'existe pas, il y a de la convivialité avec les résidents, les résidents entre eux et les salariés entre eux, mais petit à petit, cette convivialité diminue du fait du nombre de résidents, du fait que aussi beaucoup de salariés sont partis, l'équipe a beaucoup changé. Le passage de 4 à 36 places ne s'est pas fait sans turbulence. Cela a nécessité une nouvelle organisation, surtout en fonction de l'évolution des contraintes réglementaires lourdes. Aussi, le conseil d'administration a décidé de se rapprocher d'une association solide, ayant les mêmes valeurs, permettant la pérennité de l'association et son évolution. Aujourd'hui, à Saint-Marie, chaque résident est toujours accompagné par 3 référents, un éducateur spécialisé, une assistante sociale et une infirmière coordinatrice. Nous maintenons également de façon régulière des séjours d'éducation thérapeutique, des interventions collectives sur des thèmes choisis également avec les résidents. Nous organisons une fois par mois des repas de convivialité, des sorties culturelles. Nous participons également chaque année à la Journée nationale des résidents, organisée par la Fédération nationale des lieux d'hébergement en VIH, à laquelle nous sommes adhérents. Aujourd'hui, Saint-Marie est fière d'appartenir à l'Union C-Pierre Robert Monnier. Nous sommes un des acteurs participatifs à l'axe santé-précarité et nous envisageons notre avenir avec sérénité. J'ai trouvé Saint-Marie. Ils m'ont pris assez rapidement et depuis 1 an, ils s'occupent de moi, ils m'encadrent et ils me soutiennent. Et toute seule, j'aurais jamais pu réussir à faire tout ça. Donc, ils sont d'un grand soutien, ils l'ont été, ils le sont. Et sans eux, ça aurait été difficile de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que ma vie, c'était le bordel. Et depuis qu'ils s'occupent de moi, je répare petit à petit les choses. Et aujourd'hui, j'attends une petite fille. Avec eux, j'ai fait un projet pour faire un nouveau chemin, pour recommencer un peu. Je fais un peu la suite de la journée, c'est-à-dire que je veille à qu'ils fassent bien, qu'ils prennent bien leur traitement, qu'ils mangent, leur quotidien.
et puis je veille pour leur sécurité et pour qu'ils se reposent surtout. Pour moi, l'expérience ici, c'est qu'ils ont été très sympas avec moi. La preuve, c'est que je suis encore aujourd'hui ici en invité extérieur, quoi. Je peux pas dire le contraire, mais ils m'ont pas oublié, quoi. Mon but ici, c'était de m'installer un petit peu, de me poser pour pouvoir me soigner et rebondir dans la vie active de façon autonome. Car ayant eu pas mal de problèmes de santé, je ne pouvais plus travailler dans le bâtiment comme je le faisais. La nuit, c'est très très particulier parce que là, il y a toutes les angoisses de la journée, toutes les problématiques qui remontent. Et là, il y a un libre parler des résidents qui sont dans l'angoisse ou alors dans l'anxiété, de l'envie de ne pas dormir parce que peut-être que le lendemain, ils ne pourront plus se réveiller. Être ici, je vois que du positif. Ça m'aide sur tous les sens. Je sais que le jour, j'espère que ce sera bientôt, être autonome, avoir mon appartement, mais comment dire, je serai tranquille. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, c'est comme un apprentissage. Depuis 6 mois, donc Samari m'a apporté déjà le fait de pouvoir me poser tranquillement, de pouvoir travailler, monter des dossiers avec l'aide de l'éducatrice spécialisée, puis avec l'aide de l'infirmière, de monter des dossiers afin de pouvoir travailler sur ma santé et sur le social pour pouvoir rebondir et être bien après d'ici 6 mois. Je ne vais pas dire que j'ai pu sauver ma vie, je vais dire que c'est eux qui l'ont sauvé. Parce que moi, je voulais me suicider. Je me suis vachement ouvert, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accueilli ici, d'entrer. Au début, je ne voulais pas venir parce que j'avais peur. Je ne connaissais pas, mais du premier jour, ils se sont ouverts à moi, ils m'ont expliqué. Et moi, je me suis ouvert à eux. Ce qui explique peut-être qu'il faut être un peu patient avec eux. Parce qu'une personne qui a traîné à la rue, un réfugié politique qui a fui son pays ou qui a vu sa famille se faire massacrer, ce n'est pas évident. Mon objectif, c'est d'apprendre à vivre avec moi-même, d'apprendre à vivre sans drogue, d'apprendre à vivre avec les autres et de réussir à me trouver une place dans la société. Même si ma place n'est pas encore définie, j'ai l'impression que ça se dessine, quoi. Fort de ces 20 ans d'histoire, les ACT Samari répondent pleinement à l'accompagnement thérapeutique et social actuel dans une démarche éthique. Samari accueille toute personne en situation de précarité touchée par une pathologie chronique invalidante. Aujourd'hui, avec ses 36 places à Toulouse, 11 au sein d'une structure collective et 25 réparties dans 15 appartements, et ses 4 places à Castres en logement individuel, Samari propose un hébergement temporaire d'une durée moyenne de 12 mois. Son équipe professionnelle de 18 personnes se déploie autour de chaque résident pour élaborer un projet de vie personnalisé. Un référent médical, social et éducatif l'accompagneront dans les différentes étapes de sa problématique. Le département Samari Dialogue prend en charge l'accompagnement individuel des personnes séropositives et la mise en place de groupes de parole. Adossé sereinement à l'Union Sépierre Robert Monnier, l'ensemble des salariés et du conseil d'administration de Samari est fier de perpétuer les valeurs qui ont marqué son histoire, la citoyenneté, l'humanisme et la solidarité.